Monsieur, Oui, Christome. vous allez commander quoi au Père Noël? Je ne sais pas, une classe attentive? Non mais sérieusement? Sérieusement, Ramsès? Je n'y ai pas encore réfléchi. Et vous connaissez le Noël le plus célèbre? Le plus célèbre? Oh, chacun dans son cœur doit avoir un Noël qu'il gardera au fond de lui, comme... Non mais sérieusement. Sérieusement? Le Noël de l'an 800. Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noiles et je vais vous parler de l'an 800. D'abord parlons du contexte de l'époque. Pépin le Bref, maire du palais, a décidé de prendre la couronne du dernier roi mérovingien en 751. Il fonda une nouvelle dynastie, les Pipinides, ou plus communément appelés Carolingiens. À sa mort, en 768, le royaume des Francs est légué à ses deux fils, Carloman et Charles. Parce que oui, mettons-nous d'accord tout de suite, à l'époque, personne n'appelait Charlemagne Charlemagne. Il s'appelait Charles, Carolus en latin. Quant à Magnus, ça signifie le grand. Charlemagne n'est donc pas un prénom, ça signifie Charles le Grand. À la mort de Carloman en 771, Charles est donc seul roi des Francs. Il entreprit de grandes conquêtes contre les Lombards à la demande du pape Adrien, contre les Saxons qu'il tentera de convertir au christianisme et dont il dévastera une bonne partie du territoire devant leur résistance acharnée, contre l'Espagne avec le fameux épisode de Roland de Roncevaux en 778, puis la Bavière en 795 et j'en passe. Charles, roi des Francs et des Lombards, porte le titre de patrice de Rome, comme son père avant lui. Le patrice est le représentant de l'empereur romain en l'absence de celui-ci. Il n'y avait plus d'empereur en Occident depuis plus de 300 ans, mais le titre de patrice restait, car les élites avaient la nostalgie de l'Empire romain occidental. Nous sommes donc en l'an 800. Charles est roi depuis 32 ans, ce qui est déjà très long. Il est le soutien du pape Léon III qui a succédé au pape Adrien le 26 décembre 795. Oui, un jour après Noël. Le pape Léon III était l'évêque de Rome, et attention, le titre de pape n'avait pas la même importance au 8e siècle qu'à l'époque contemporaine, et il était encore moins évident que le pape soit le chef de l'église chrétienne. Le patriarche de Constantinople avait autant, voire plus de pouvoir que lui. Évêque de Rome était un poste prestigieux, mais donc contesté. Or, le pape Léon avait beaucoup d'ennemis à Rome. Le 25 avril 799, il se fit attaquer par ses ennemis qui tentèrent de lui crever les yeux et de lui couper la langue, ce qui l'empêcherait de rester pape. Après leur échec, ils l'enfermèrent dans un monastère. Le pape Léon réussit à s'enfuir de nuit par une fenêtre en se suspendant à une corde. Oui, comme dans les films. Pour se mettre à l'abri, il dut vite rejoindre son défenseur le plus puissant, Charles, qu'il rejoignit en Saxe durant l'été 799. Charles promit de l'accompagner à Rome pour l'aider à raffermir sa position de pape. Est-ce que le plan de nommer Charles empereur avait déjà été discuté à ce moment-là? Est-ce que Charles a mis le titre d'empereur comme condition au pape pour qu'il vienne le soutenir? On n'en est pas sûr. Quoi qu'il en soit, le pape retourna à Rome en novembre 799 sous bonne escorte franque, avec l'assurance que Charles se déplace à Rome l'année suivante, en 800, pour mener une enquête sur les accusations des adversaires du pape envers Léon. Cette assurance a dissuadé les ennemis de Léon de bouger, attendant le procès du pape et peut-être ne souhaitant pas s'attirer la colère du vieux roi franc. L'année 800 s'annonça donc chargée. Charles a appris à la fin de l'année 799 que les côtes de l'Aquitaine se sont fait attaquer et piller par de nouveaux ennemis qui donneront du fil à retordre dans sa dynastie pour les 150 ans à venir, les Vikings. Au mois de mars, Charles arriva en Aquitaine pour organiser la défense des côtes atlantiques face à ces nouveaux pillards. En avril, Charles passa Pâques à l'abbaye de Saint-Riquier dans la Somme. Il connaissait très bien cette abbaye, puisque c'est lui qui l'avait financée. Elle était dirigée par son gendre, Angilbert, avec sa fille, Berthe, qui venait d'accoucher du petit-fils de Charlemagne, Nithard. 2 mois plus tard, notre jeune grand-père perdit malheureusement sa dernière épouse, Ludegarde, d'une maladie foudroyante à Tours. Charles partit à Mayence, en Germanie, au mois d'août, pour tenir son assemblée annuelle. Il avait d'ailleurs une grande résidence impériale dans la ville. Lors de cette assemblée, l'idée que Charles devait être un nouvel empereur a ressurgi, histoire de préparer un peu plus les esprits.
Le 24 novembre, comme promis, Charles se rendit à Rome pour le procès de Léon III. Le pape l'accueillit presque comme un empereur romain à l'entrée de la ville. Après une semaine de cérémonies religieuses, le procès du pape, en décembre, tourna vite en procès des accusateurs du pape. En présence de Charles, les responsables de l'attentat se rejetèrent la faute, mais ils furent tous condamnés à mort. Condamnation transformée ensuite en bannissement. Le 23 décembre, le pape Léon prêta serment de n'avoir commis aucun crime. Puis, l'Assemblée rappela que pour l'instant, la couronne impériale était vacante à Constantinople. Parce que oui, l'Empire romain existe toujours. Simplement, il n'est plus en Occident, mais en Orient, à Constantinople. Or, l'empereur romain d'Orient, qu'on appelle aussi l'empereur byzantin, Constantin VI, a eu les yeux crevés en 797, victime d'un coup d'état de sa propre mère, Irène, qui l'envoya ensuite dans un monastère. Merci maman. Donc en 800, Irène régnait sans partage et surtout sans mal. Il n'y a donc pas d'empereur romain, mais une impératrice. L'idée du pape Léon n'est donc pas de ressusciter l'Empire romain, qui n'a jamais disparu, mais bien de le relocaliser en Occident en sacrant Charlemagne. À Noël donc, le 25 décembre de l'an 800, devant une foule immense avec tous les comtes de Charles et une assemblée de prélats, le pape couronna donc Charles, empereur. Et là, on a deux versions. La première version voulut que le pape couronna Charles par surprise, lui posant la couronne alors qu'il était en train de prier, puis il le fit acclamer Auguste, empereur des Romains, et enfin se prosterna devant lui. La seconde version voulut que le pape ne s'agenouilla pas devant le nouvel empereur, ce qui rajouta l'affirmation de sa prééminence sur Charles. Son biographe Éginard affirma que Charles sortit fâché de cette cérémonie, non pas pour avoir été couronné, bien sûr, c'était prévu depuis longtemps, mais parce qu'il fallait que le peuple l'acclame d'abord, comme tout empereur romain avant lui, et non que le pape le couronne en premier, ce qui ne s'était jamais vu, car cela signifiait que s'il était empereur, c'était par le pape, et non pas par le peuple. Mine de rien, ce sacre impérial était une petite révolution, car elle signifiait l'indépendance de l'Occident vis-à-vis de l'Orient, l'importance de plus en plus grande du pape de Rome, qui s'affirme comme l'égal du patriarche de Constantinople, avant de se prétendre son supérieur, le déplacement de la couronne impériale à l'ouest plutôt qu'à l'est, et le couronnement d'un nouvel empereur byzantin, Nicéphore Ier en 802, ne changea rien. Noël de l'an 800 changea donc l'Occident pour des siècles. Si l'empire de Charlemagne fut morcelé en 843, le roi de Germanie, Othon Ier, se nomma empereur du Saint-Empire romain germanique en 962, Saint-Empire qui durera 1000 ans. Napoléon lui-même se fit sacrer empereur en s'inspirant de Charlemagne. Il se souvint même de la colère du vieux roi franc d'avoir été sacré par le pape, en n'oubliant pas de se couronner lui-même. Voilà pourquoi, historiquement, le Noël de l'an 800 est bien, à mon sens, un des Noëls, peut-être le Noël, le plus important. Sinon, c'est vrai que Charlemagne a inventé l'école ? Non, enfin, pas vraiment, mais il faudrait que je vous raconte. Moi je pense que c'est vrai, et il a même pensé à nous pour son couronnement. Comment ça ? Bah, il a choisi Noël et l'an 800, c'est quand même facile à retenir. Ah, bah oui, vu comme ça, sacré Charlemagne.